La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire fait par des gens de goût. Coucou les gens, j'espère que vous ne nous regardez pas en vidéo car le spectacle est assez désastreux, affligeant. Consternant. One A Pied et nous allons parler de bande dessinée. Si vous n'avez que l'audio, tant mieux pour vous, c'est une bonne chose car nous faisons avant tout du podcast audio où nous parlons de bande dessinée et je suis accompagné des... la dernière fois je dis que c'était les meilleurs, je commence à douter. Il serait temps. Seulement maintenant, j'allais dire, c'est étonnant. C'est Isaac qui va d'abord nous parler de quoi ? Comme par hasard. Oh, je crois qu'on va être un peu sur le signe du destin dans cet épisode. Comme par hasard. Moi, je vais enchaîner avec toutes les morts de Layla Starr. Comme par hasard. Voilà. Et Layla Jérôme, de quoi vas-tu nous parler, toi ? D'une histoire de voleuse. Comme par hasard. Comme par hasard, la voleuse. Elle avait plein de bras, comme Layla Starr. Et pour aller un peu plus loin, plus au fond du sujet, on va demander... Ah ben, elle a plusieurs bras, là, pour le coup. On peut aller très très au fond. Ah, De ils money sont- shot. Moi, je suis au fond des choses. Voilà. Et on Comme laissera par hasard. Jérôme Par hasard, ouais. jeter un petit œil sur la série Lock and Key, qui est disponible sur Netflix. Et on peut commencer tout de suite. Comme par hasard. Tu nous parles de quoi déjà ? Comme par hasard. On va s'arrêter là pour le comme par De hasard. Cyril ou, Bonin chez Vent d'Ouest pour 18 euros. Tu sais, c'est un petit peu Juvamine. Quand je vais bien, j'essaie d'acheter Juvamine. Donc, on va suivre, comme par hasard, Cyril Bonin, qui est au scénario, au dessin, à la couleur, à la contrefaçon, à tout ce qu'il faut. Donc, nous sommes à Paris, nous sommes en 1909. Et nous allons suivre les aventures de Victor Nimas, les aventures d'un comptable. Tadam. Donc il travaille pour la Société académique de comptabilité, située boulevard Haussmann. Il est assis à son petit bureau au milieu des autres comptables et il adore les colonnes de chiffres, il adore faire ça toute la journée. Les chiffres, c'est bien, on peut les ordonner, les mesurer, les quantifier, les dénombrer, les ranger, c'est rassurant, ça fait du bien, on peut donner des valeurs aux êtres. Dans ce monde en plein changement, franchement, ça fait du bien d'avoir des points de repère qui sont rassurants, qui sont précis, qui sont chiffrés. Bon, tout ça, ça va voler en éclats, hein, parce que notre petit Victor Nimas, il est en train de rentrer chez lui gentiment, et puis il est en train de réciter les décimales de pi, comme tout le monde, hein, on fait tous ça. Mais ce soir-là, il trouve un billet pour aller voir les ballets russes au théâtre du Châtelet. Et... C'est la page 2. Pardon. Alors moi, on m'a dit de pas trop aller loin dans les histoires. On va pas trop loin dans les histoires. Il n'a jamais assisté à un ballet, mais non, bien sûr. Le théâtre, l'opéra, c'est une perte de temps, c'est un divertissement pour ceux qui ont rien d'autre à foutre, quoi. Franchement, les chiffres, ça, c'est bien. Bon, pourtant, on sait pas trop pourquoi il y va. Sauf que ça ouvre la porte à beaucoup de changements dans sa vie. Il va rencontrer une femme, il va rencontrer... que dis-je, un être merveilleux qui va un petit peu chambouler tout ça. Et puis il va commencer un petit peu à perdre la tête. Hein. Il y a des histoires de dés, il y a des histoires de chats qui parlent, il y a des histoires de chats qui jettent les dés. Bref, sa destinée va changer et le destin va être au centre de ce récit. Alors ce récit, si je peux passer ma main, hop, c'est encore mieux. On va au fond des choses. Je vais au fond des choses. On va parler de destin, on va parler de hasard. Est-ce que notre destinée est finalement toute tracée ? Est-ce que nous ne sommes que la somme de certaines probabilités ? Ou bien est-ce que le hasard a sa place dans notre vie, dans nos choix ? Est-ce qu'on fait vraiment des choix ? C'est de ça dont Cyril Bonin va nous parler là-dedans. Avec d'un côté Victor Nimas et en contrepoint d'autres personnages tous un petit peu sympathiques et truculents. Voilà, ils ont tous leur intérêt dans tout ça. Donc, le cartésianisme pur et dur qui est dans la ligne de mire de l'auteur, ça se manifeste donc bien sûr à travers ce personnage qui a des idées reçues sur tout et toutes ses aventures vont malmener tout ça. Bien sûr, le plus grand des hasards, jeu de l'amour et du hasard, eh bien c'est l'amour qui va s'emparer de ce Victor Nimas et qui va venir donc mettre sa vie un petit peu
par terre. Donc Cyril Bonin, très fin, très raffiné. Moi, c'est quelque chose, il a un dessin, une façon de raconter que j'adore. Il est capable de donner vie à des histoires d'amour à travers ses dessins. Voilà, c'est juste magnifique ce qu'il fait. On est dans des tons de couleurs un petit peu vert d'eau. C'est quelque chose qui est assez joli tout au long de ce Paris qui est un petit peu riche, voilà, parce qu'on navigue quand même dans ce Paris de la Belle Époque. Et puis bon, on a tout un tas de petites références à certains films. On a une scène avec un jeu de roulette russe. On a le chat qui lance le dé, comme on peut avoir Harvey Dent qui lance sa pièce. Bref, on est dans quelque chose qui a tout un tas de petites références aussi au passage. C'est très 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 film noir, c'est très polar. Et voilà, pour moi c'est une vraie réussite. Je ne veux pas trop vous en dire pour laisser un petit peu l'intrigue mystérieuse. Ah, Jérôme, tu avais l'air intrigué par... Inspiré. Ouais. Oui, alors ça ne se passe pas qu'à Paris. Ça se Oui, passe oui, aussi oui, en ça- grande partie à Baden-Baden, puisque... Il y a des histoires de termes où il rencontre, Voilà. il va au casino, etc. Exactement. Et du coup, ce verre d'eau, mon cher ami, Oui. c'est le verre des tapis verts, C'est vrai. du tapis de jeu. Il n'est pas si vert que ça, mais c'est vrai. Il y a un petit peu cette sensation. Allez, cette inspiration. tapis. Alors, moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet album. L'histoire n'est pas cousue de fil blanc, même si c'est une histoire d'amour qui est clairement cousue de fil blanc, mais il y a un rebondissement à la fin que je trouve intéressant. Et il y a le dessin est très très lisible, très beau. Il y a suffisamment de détails pour qu'on puisse aller un petit peu dans la profondeur. Donc c'est pas des aplats de couleurs et ça c'est quand même très appréciable. Je trouve que ça me manque un peu de contraste. Le verre d'eau c'est très bien, mais ça a tendance à affadir un peu les planches. D'autant que les phylactères sont également vert d'eau. Donc on est sur une écriture noir sur vert clair en fait. Pas les bulles, on parle bien des phylactères. Donc c'est vrai que c'est parfois un tout petit peu terne, mais vraiment c'est pour chipoter un petit peu. Attention à ce que tu dis sur Oui, Cyril non, Bonin, mais voilà, hein. je chipote. Je chipote parce que j'ai pas grand chose à dire, parce qu'honnêtement, j'ai bien aimé. Je me suis laissé prendre dans l'histoire et voilà. Et donc, pour moi, c'était une belle découverte. Ouais, c'est entre l'amour, le polar, on se laisse facilement embarquer, je trouve, par ce récit. Je ne montrerai pas la dernière page. Thio. Vous en avez bien parlé. Voilà. Alors, je vous donne mon avis. J'ai bien aimé aussi. Pour une fois, je dirais que c'est un scénario qui n'était pas... Alors, pas cousu de fil blanc, oui, mais qui pour une fois était facilement lisible. Pour un Cyril Bonin, c'est assez rare. Ou des fois, tu es vraiment en train de dire mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il nous emmène Qu'est-ce dans que les c'est sentiments du personnage ? mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde-là ? Parce que c'est chelou quand même. Là, c'est assez simple finalement. C'est pas trop fantastique. Non, il y a un personnage qui est peut-être... On ne sait pas trop s'il existe, s'il n'existe pas, s'il est dans sa tête, etc. Mais sinon, Voilà. oui. Non, mais vraiment une bonne surprise. Surprise. Vas-y. Allez, Bourreau, fais ton office. Alors, j'aime beaucoup Cyril Bonin. Fais attention à ce que tu fais parce que je sais où tu habites, parce que j'y suis en ce moment. Ouais, j'avais pas trop aimé son tome précédent. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, j'ai même complètement oublié. Je me souviens juste que je l'avais pas trop aimé. Et là, j'ai retrouvé le plaisir de lire du bon Cyril Bonin. C'est sympa, c'est une belle histoire, c'est bien raconté. Je l'ai lu avec plaisir et puis je suis arrivé à la fin et là je me suis dit et c'est tout et alors et voilà. La fin m'a déçu, mais à un point énorme en fait. Alors que j'ai passé un excellent moment tout du long, j'ai trouvé que non, la fin, voilà, je vais pas raconter, mais ça m'a pas plu du tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire quoi. Caramba. Ouais, Ça, c'est pas bien ce que tu fais là. Ouais, je sais. Mais quel dommage. Son Quel précédent album, c'était Les Dames de Kimoto. Les Dames de Kimoto, mais je crois que celui-là tu l'avais aimé, c'est celui d'avant, c'est Stella, je crois que tu n'avais pas beaucoup aimé. C'était là avant. Je sais plus. Il y a un des tomes que j'ai pas aimé, je sais plus lequel. Mais voilà, Mais alors. Juste pour te couper là dans ton tranchage, je crois quand même que Cyril Bonin doit être, je pense, un des rares auteurs
dont on a, je crois, chroniqué presque toutes ces BD dans le Pas les podcast. premières. Parce que je les Fogg. achète toutes. C'est ce qu'il avait fait Fogg, je crois qu'on l'a pas fait. Il y a peut-être- Ça, j'ai pas fait au tout début. Je crois j'ai pas acheté la délicatesse, mais sinon, on avait fait tous les Amorostasia. On a fait Stella, on a fait Ah Dame oui. Kimoto. Mais généralement, quand je tombe sur du Cyril Bonin, je prends parce que voilà, je suis un petit peu amoureux de sa narration. Et là, voilà, non, mais c'est dommage parce que moi, j'aimais beaucoup sur ces histoires précédentes, souvent qu'il arrivait sur des chutes qui étaient bien menées, des fins qui étaient intéressantes. Et là, bah, ça tombe un peu à plat pour moi. Et peut-être que j'ai mis trop d'attentes parce que j'avais apprécié les chutes de ces précédents albums. Et voilà. Mais ça reste du bon Cyril Bonin. Je pense que même quelqu'un qui n'est pas un grand fan trouvera la BD sympathique. Mais voilà, moi, je suis resté sur ma faim. Moi, je trouve que c'est un plaisir simple, celui-ci. C'est pas un plaisir complexe. Mais ça reste un très grand plaisir parce que c'est très bien réalisé, mais alors surtout c'est très bien dessiné. Je rejoins pas les remarques de Jérôme sur la partie couleur parce qu'effectivement le vert a fadi, mais tout autour c'est que des couleurs chaudes qui viennent justement apporter le contraste dont tu parlais qui manquait. Donc voilà, pour moi c'est toujours pareil, hein, on en parlait sur les albums précédents, on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, chacun y trouve ce qu'il a envie et le travail de lumière qui est posé sur la couverture, on le retrouve régulièrement également à l'intérieur des pages. Je trouve que la couverture est très représentative de ce que l'on retrouve à l'intérieur du bouquin. Donc, comme par hasard, de Cyril Bonin, chez Vendouest pour 18 €, un très bon Cyril Bonin pour notre spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. D'ailleurs, au De niveau Cyril Bonin, au si niveau tu des le dates, dis. je suis même pas sûr que, comme par hasard, ce soit vraiment le dernier. En fait, au niveau des dates. Tu nous as grillé. D'après un concurrent que nous ne nommerons pas ici, ce n'est effectivement pas le dernier. Le dernier, c'est les dames. C'est Kimoto, ouais. C'est les dames de Kimoto. D'accord, tu nous as ressorti un vieux truc, je crois qu'on faisait plus les... C'est l'avant-dernier, comme par hasard. Mais en fait, genre, je l'ai acheté après, en même temps que Kimoto, je crois. D'accord. Toutes les morts de Leila Star. Au scénario, c'est Ramvi. Au dessin, c'est Felipe Andrade. À la couleur, c'est Felipe Andrade et Inès Amaro. Donc, quand on est la mort, la déesse de la mort, on a un boulot un peu tranquille. Je veux dire, on sait un peu tout ce qui va se passer tous les jours. Il y a des gens qui vont mourir, on va faire notre taf. Tu connais souvent la fin du film. Voilà, tu sais comment ça va se passer. Tu t'inquiètes pas trop pour ton avenir, parce que bon, globalement, t'as la déesse de la mort, quoi. C'est un boulot pépère. Sauf que il y a Darius qui va naître. Mais la mort est un mal nécessaire. Ouais. Et Darius va naître, et Darius, c'est le mec, il va inventer l'immortalité. Alors, il n'a pas encore fait, hein, mais il va l'inventer. Et là, il y a le boss de la déesse de la mort qui vient la voir et qui lui dit, bon, écoute, là, on va plus avoir besoin de toi, quoi. T'es au chôme du. Là, elle fait un peu la gueule, elle comprend pas, etc. Et donc, elle se débrouille pour se faire ressusciter dans le corps de Leila Star. Bon, elle se débrouille pas, il lui propose. Oui, Voilà. dans le corps de Leila Star pour aller reprendre une vie normale. Et elle se dit, tiens, c'est Darius, je sais où il habite. Je vais aller lui régler son compte, hein, c'est un peu mon taf. Je vais lui défoncer sa race. Voilà, et elle est partie pour y aller lui défoncer sa race, elle se fait écraser par un camion. Et voilà. Mais elle revient, quelques années plus tard, toujours dans le corps de Leila Star. Mais parce que c'est qui la réveille? Et c'est, comment il s'appelle déjà, son cousin? C'est le dieu de la Il vie. y a quand Oui. même. Excuse-moi, mais là, pour le coup, il y a quand même juste un truc, c'est qu'en fait, elle le trouve, Darius. Oui, Sauf qu'avant de se faire écraser par le camion, sauf qu'elle n'arrive pas à le tuer. et oui, non, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est hyper important. Parce que la déesse de la mort accueille les morts, elle ne les Et puis elle ne tue pas surtout, les gens. elle n'est plus déesse. Mais dis-moi, Elle a changé de les gars, statut. vous avez décidé de lui couper la parole tout le long de sa chronique? On ou, peut le faire. Oui, ils aiment bien. On peut le faire. On peut le faire. Oui, mais on va lui laisser Ouais, faire sa chronique quand ouais. même. Oui, Après, ils se plaignent quand... C'est ça. Oui, exactement. Comme ça, tu Euh, comprends ce qu'on souffre. Si peu. Faudra que tu écoutes les émissions. Bref, voilà. Donc, elle va essayer de suivre Darius, de comprendre ce qui se passe, de trouver peut-être un moyen de retrouver son boulot, avec cette gêne qu'elle a de se dire c'est peut-être pas si facile que ça de tuer quelqu'un, de vivre la vie d'être humain aussi, voir ce que ça donne, même si elle sait qu'elle va... Il y a le dieu de la vie qui va lui redonner la vie... régulièrement, quoi. Et puis surtout qu'il peut se passer plusieurs années, beaucoup d'années entre deux résurrections. Et que Darius grandit, devient adulte, etc. Et bien sûr, on sait que va arriver le moment où il va faire son invention. Et quelles vont être les conséquences? Comment va réagir la déesse de la mort? Donc Leila Star, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus simple.
tout le mystère est là-dedans. Vous connaissez mon amour pour Sandman et le personnage de Death, hein, je ne m'en cache pas. Et là, je me suis dit, ah tiens, ça reprend un peu l'idée, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir. Mais si, ça a une chose à voir, c'est bien fait. C'est très, très, très bien fait. Je vais vite passer sur le dessin de Philippe Andrade, qui est étonnant. On est dans un mélange de couleurs flashy, on est dans quelque chose de très cinématographique, avec des longues cases, un dessin qui est très stylisé, mais qui s'est balancé plein la gueule sur quelques scènes de choc derrière. Des décors de cités, de villes, et puis on est dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être, on est à Mumbai, c'est des endroits qui sont rares, et franchement, mais ça marche super bien graphiquement, alors que premier abord, vu de loin, tu te dis merde, c'est quand même des couleurs qui se contrent un peu les unes des autres en général. Et puis scénaristiquement, c'est un putain de beau conte philosophique, quoi, qui est magnifique, qui nous porte tout du long, qui est magnifiquement rythmé par les morts constantes, parce que à force de mourir, Layla Starr va apprendre des choses aussi. Bref, voilà, j'ai trouvé ça mais fantastique. C'est un total coup de cœur. Voilà. C'était brutal comme fin. Ouais. Tu sais, ça tout seul. Hein. Non, j'avais envie de le couper. Voilà. Parce que je trouvais que c'était beau ce que tu disais. Voilà. Allez-vous me contrarier ce que vous pourriez faire. On commence par Jérôme. Hein, tu sais Te que... contrarier, te contredire. Les deux. Je vais ni te contrarier ni te contredire. Et graphiquement, moi je trouve ça très réussi, c'est-à-dire comme un grand comics. Alors, c'est attention, parce que pour moi les grands comics c'est du Alan Moore. Et le gros défaut d'Alan Moore, c'est de s'associer avec des dessinateurs pour qui le graphisme n'est pas immédiatement accessible. Il faut rentrer. C'est un avis personnel que je partage avec moi-même. Et je suis d'accord. C'est un bon titre aussi. C'est un avis personnel que je partage avec moi-même. Et c'est vrai qu'on est emporté par les histoires d'Alan Moore, quel que soit le graphisme. Qu'est-ce qu'il a Moi, ça je te sors juste un contre-exemple. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Non, mais je pense à Watchmen, je pense à V pour Vendetta, voilà. Ok, donc apparemment il y a des contre-exemples. Mais il y a toujours un contre-exemple sur tout. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que cet album-là, graphiquement, en le feuilletant, moi, il m'a pas plus emballé que ça. Mais je trouve que le graphisme va très très bien. Et surtout, comme l'a dit Pied, surtout le découpage, qui est extrêmement bien réussi. Cinématographique, on n'en peut plus. Ouais. Comme quoi les liens, on ne le redira jamais assez, entre le cinéma et la bande dessinée sont juste évidents et permanents. Donc on se laisse complètement emporter et ça va magnifiquement bien entre la narration et le dessin. J'avoue que j'en attendais beaucoup. J'en attendais peut-être peut-être un peu survendu aussi. J'en attendais peut-être un peu trop. Voilà. Mais c'est une très belle histoire. C'est magnifiquement bien mené. Et c'est un très beau conte philosophique. Et voilà, pour moi, ça peut être aussi un coup de cœur sans aucun souci. Thio. Il faut un peu que tu donnes ton avis aussi. Voilà. Parce qu'à force de dire pareil que vous, tout pareil qu'Hemingway. Oui, mais sauf que j'arrive après tout le monde à chaque fois. C'est pour ça. Je te donne la parole avant je t'ai donné la parole. Je sais qu'il trouvera quelque chose à rajouter. Ah bah surtout sur cet album. Ouais. Alors, c'est une BD qui est dépaysante. D'une part, comme tu disais, pour le côté indien. C'est pas les décors que j'ai l'habitude de voir en bande dessinée. Le dessin, même si tu accroches pas au début, moi j'ai trouvé que très vite, ça te donne une atmosphère, ça crée vraiment une ambiance dans le livre. Et le scénario est génial, quoi. Donc, je plus sois totalement un potentiel coup de cœur. C'est vraiment une super BD.
Alors moi, ce que je vais simplement dire, c'est que le chapitrage, en fait, correspond, puisqu'on est dans la religion hindoue, à la réincarnation, au cycle de réincarnation. Oui, Et, c'est vrai. et en fait, la seule problématique qu'il y a là-dedans, c'est que le dieu de la vie décide de réincarner systématiquement dans le même corps. Là où, en fait, la réalité, c'est normalement, on doit se réincarner différemment dans des animaux, etc. Et là, c'est le fait de conserver le même personnage. Et le dieu de la vie a, en fait, simplement envie d'apprendre la vie à la déesse de la mort. C'est finalement cette fable-là qui est contée, alors que le dieu de la vie apparaît que une page, quasiment à la fin de chaque chapitre. Il a l'air sympa. Et, bah oui, c'est le dieu de la vie quand même. Ah ouais, Ouais, mais bon. on chante la vie, on danse la vie. Oui, pardon. Oh, ça va. Hein. Et donc voilà. Et pour moi, c'est une complète réussite. C'est-à-dire que graphiquement, c'est pas mon style de dessin, mais avec la couleur qui est rajoutée, il y a une grâce par le dessin et une couleur qui amène une pêche de dingue. On a des personnages miséreux, on a des personnages d'une tristesse folle. On sait qu'ils souffrent, etc. Mais on est quand même porté par quelque chose de plus positif que ça. On n'est pas du tout dans le pathos, alors qu'on sait qu'il y a énormément de morts, quoi. Et du coup, on arrive à rester à un degré supérieur de réflexion, un degré supérieur de lecture. On n'est pas sur le plan des dieux, mais on est plus sur le plan des mortels. Et je trouve que de par cette narration-là, c'est une complète réussite. Donc pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Pierrick a insisté pour que je le relise, parce qu'en fait, je l'avais feuilleté, j'avais pas le temps de le lire pour pouvoir le faire circuler. Il m'a dit non, tu le gardes, il faut que tu le lises. Bah oui, voilà. Oui, j'ai un peu forcé les gens à le lire. Je me demande même si je vais pas le garder tout court. Non, tu le gardes pas. J'ai un peu. Oui, c'est rare qu'un bouquin me touche au point que j'ai envie de le faire lire à tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a coup de cœur et il y a giga coup de cœur et là, voilà. Et puis c'est surtout parce que je me suis dit, vous pourriez avoir un avis différent. Mais je veux le connaître, je veux le comprendre, je veux l'entendre. Voilà. Donc, Alors, juste un truc quand même, c'est que on peut trouver le scénario un peu cucul-praline. Je tiens à le dire quand même. Parce que c'est un coup de cœur, mais ce n'est pas un giga coup de cœur non plus. Parce qu'effectivement, ce fameux Darius, d'ailleurs il faut le dire, dans le scénario d'ailleurs que Layla Starr retrouve à chacune de ses réincarnations, même sans le vouloir, donc quelque part le destin est là aussi. Mais ce Comme Darius par va hasard. effectivement inventer l'immortalité. Et pour autant, la fable générale, c'est de montrer la richesse de la vie humaine malgré sa mortalité. Je veux dire, on peut trouver dans cette moralité-là un côté un peu cucul-praline en disant bah oui, mais quand même, les gars, vous êtes bien gentils, mais on essaye de se satisfaire de notre sort de mortel, alors que finalement, si on était immortel, quand même, merde, quoi. Ce serait quand même un peu mieux. Donc voilà, on peut trouver tu n'as pas vu Highlander, toi. non mais voilà, objectivement, moi, si je trouvais l'immortalité, je saurais ce que j'en ferais. Mais voilà, donc on vous laisse découvrir l'album. Ouh, le regard. Mais quel teasing de ouf. Vas-y, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Eh bien, ce sera dans son prochain album. C'est dans son livre, il est en train de l'écrire. T'as jamais réfléchi à la chanson de Queen, Do You Want to Live Forever? Bah, One ouais, Love Must Die. C'est comme ça que finit la chanson. c'est vrai, c'est vrai, On est dans Highlander. c'est vrai. Donc, toutes les morts de Layla Starr, de Ramvi, qui est apparemment un scénariste qui cartonne chez Oui, Marvel, alors d'ailleurs, et tout ça. Randall nous conseille la lecture, toujours de Ramvi, non, Oui. pardon, c'est Hazer, de The Savage Shores, toujours de Ramvi. Donc, Voilà. Oui, j'ai entendu aussi beaucoup de bien. Je crois qu'il a fait plein d'autres trucs. Je crois qu'il a fait du Venom ou du Carnage. Ah, c'est Ram V, c'est pas Ram 5? Non. Je dis Ramvi, moi, j'en sais rien comment on dit. En fait. C'est Ram 5. Voilà, voilà. Il travaille avec Erige et Ramvi, qui sont très connus. Il y en a un qui a la boule à zéro. Voilà. Mais il travaille aussi avec Philippe et Andrade. C'était l'épisode d'avant. C'était ça. l'épisode qui est d'avant. superbe, et Inès Amaro chez Urban Comics pour 19 €. Nous soutenir est quelque chose d'important, et ils l'ont compris. Ils l'ont compris car ce sont des gens bons. De qualité. Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane Cobal et Boob nous donnent des sous via Tipeee. Et c'est le moyen le plus direct de nous aider, c'est de nous donner des sous via Tipeee sur tipeee.com/lavoidesbulles. Mais vous pouvez aussi cliquer sur les vignettes sur lavoidesbulles.fr pour acheter des bandes dessinées. On peut toucher une petite quota dessus. C'est ridicule, mais c'est déjà sympa. Et puis, on peut aussi nous aider en parlant de nous, parce qu'il est toujours bon de parler de nous, parce que nous sommes des gens intéressants qui aimons des bonnes choses. Parce que nous, c'est bien. Et nous c'est mieux. Nous, c'est mieux.
Voilà. Bref, donnez-nous des sous. Ouais, c'est le nouveau gimmick, ça. Et si on s'épargnait tout le discours avant, juste pour finir par donner nous des sous, c'est peut-être pas Il mal. faut un non petit peu justifier, etc. Voleuse de Lucie Brion au scénario, au dessin et à la couleur chez Sarbacane pour 24 €. Jérôme, mais que vas-tu nous dire de Voleuse? Eh bien que... Il faut mettre ses lunettes pour lire. Exactement. Qu'arrivé à un certain âge, tout se dégrade, mon brave monsieur. Tout fout le camp. Ella est une jeune fille passionnée de manga et de pop culture. Alors, vous la reconnaîtrez facilement sur le dessin, elle a des oreilles de singe. Je pense que c'est le plus gros défaut de cet album, c'est les oreilles de Ella. Maintenant qu'on l'a dit, on peut passer à autre chose. Elle est On amoureuse dit de... pas le physique. Non, là, c'est... Voilà, on n'a dit pas sur le physique, mais là, quand même. Amoureuse de Madeleine, une camarade de classe. Mais Madeleine ne la calcule pas du tout. Et elle a un petit côté un peu rebelle, un peu anard, un peu anticonformiste, un peu à mort les bourges. Donc, elle va aux soirées, elle tape l'incruste, elle va picoler, et elle se bourre un peu la gueule. Et à l'occasion d'une l'une de ces soirées, chez qui elle ne sait absolument pas chez qui elle se trouve d'ailleurs, elle voit à moitié bourrée, ou même complètement bourrée d'ailleurs, des trucs qui lui plaisent. Et du coup, elle se retrouve à se réveiller le lendemain matin dans son appart avec ces trucs-là. Donc elle se rappelle absolument pas les avoir pris, donc un petit côté kleptomane, mais elle se rappelle absolument de rien. Et là, sonne à la porte et c'est Madeleine qui sonne à la porte. Étonnant parce qu'ils se sont jamais vraiment parlé. Donc bon, bref. Voilà, c'est le début de cette petite intrigue avec une histoire assez très très sympathique autour de la thématique de la kleptomanie. Mais qui introduit d'autres thématiques. C'est l'amour entre deux filles aussi, c'est très très loin, mais le harcèlement, parce que elles vont se rendre compte qu'en fait, Ella va se rendre compte qu'en fait Madeleine vole des objets chez les gens chez qui elle fait des soirées, chez qui elle va. Donc elle a ce côté kleptomane et qu'elle l'a fait parce qu'elle était harcelée et qu'elle se sentait vivante et exister en volant. Donc finalement, ces deux voleuses, puisque elle a volé Madeleine et Madeleine a volé d'autres personnes, se retrouvent et finalement, elles vont finir par vivre leur histoire toutes les deux. Et bien entendu, Ella va rendre ses affaires à Madeleine et Madeleine va demander à Ella de l'aider à rendre les objets qu'elle a volés. Donc c'est très sympathique. Moi, je trouve que le dessin de Lucie Brion est très, très clair, très limpide. Je suis moins fan de sa mise en couleur, qui est assez simple, qui est assez monochrome, on va dire. Il y a des pages bleues, il y a des pages ocre, il y a des pages grises, il y a des pages orange, mais finalement, c'est assez monochrome par page. Mais par contre, son dessin est très, très lisible. On est pratiquement sur du dessin manga. En tout cas, il y a une très très forte influence, comme chez beaucoup de ces jeunes auteurs. Et c'est une histoire lumineuse, véritablement lumineuse. On se laisse emporter très très facilement par cette histoire entre ces deux filles. Et je la trouve assez feel good. Donc moi, j'en suis ressorti de cet album vraiment avec le sourire aux lèvres. Ouais, un album sympa, une belle histoire d'adolescence qui est bien racontée. Moi, j'ai découvert surtout à la fin que je connaissais Lucie Brion sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle signe Elucci et j'avais déjà lu des trucs, je la suivais en fait, sur Twitter. Donc, et que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait avant. Et voilà, j'ignorais qu'elle avait sorti cet album-là. C'est une belle histoire adolescente qui arrive à conjuguer des thématiques un peu fortes, mais aussi de l'histoire d'amour, un peu classique dans l'histoire d'adolescent, mais avec de l'aventure, ce côté un peu film de braquage à l'envers, qui est raconté avec les sidekicks qui sont les meilleurs potes, qui viennent donner un coup de main de temps en temps et te sortir des situations dont tu ne penses que tu ne te sortiras pas. Donc des petites scénettes comme ça, que moi j'ai trouvé ça rigolo. Mais tu vois bien que voilà, c'est pour, et c'est à ça que sert le vol dedans, c'est pour cacher un malheur qui ressort à un moment ou à un autre, quoi, jusqu'à le résoudre.
Et ouais, non, j'ai passé un très très bon moment, un album vraiment sympa à lire. Si. J'ai eu du mal au démarrage avec le personnage principal. Comme tu le disais, au niveau du graphisme, vraiment, c'était un petit peu dérangeant, on va dire. Et puis finalement, on se laisse embrigader par leurs mésaventures, par leur aventure. Et ça fonctionne très très bien. Et je trouve que c'est bien raconté, que ça peut correspondre à énormément de tranches d'âge au final. Et je pense que la simplicité de la couleur permet aussi de rester un peu plus focalisé sur le récit, sur le contenu. C'est une bonne réussite. Voilà, moi je trouve que je ne suis pas fondamentalement la cible, mais ça marche. Je reste happé par le récit. Donc ça veut dire que c'est bien raconté, à mon sens. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas le dessin qui est mis le plus en avant, c'est peut-être pas sa qualité première, mais je trouve qu'elle est capable de faire de jolies couvertures. Tu vois, le dessin sur la couverture est un peu plus fin que ce qui est proposé à l'intérieur. Donc c'est aussi un choix. Alors peut-être un choix technique, un choix financier, un choix de temps de travail, etc. Hein. Choix de beaucoup de pages dans cet album. C'est ça. Mais au final, je trouve que ça permet de remplacer allègrement enfin de simplifier, fluidifier la narration. Narration qui d'ailleurs, pour le coup, n'est pas que verbeuse. Et il y a énormément de pages, de planches entières ou de succession de cases sans texte, sans dialogue. Il n'y en a pas besoin. Et c'est le dessin qui fait le taf, même avec un dessin simple. Donc voilà, c'est que ça fonctionne. Pour moi, c'est un très bon album sur des sujets adolescents, mais pas que. Il n'y a pas que des histoires de kleptomanie, parce que finalement, la kleptomanie en elle-même, c'est un symptôme d'un mal-être, c'est un symptôme de manière d'exister. C'est ça. Donc ça peut être aussi bien je me taillade les bras, je me fais du piercing. Nous en avons parlé dans n'importe Rature comment. Indélébile. Écoutez les émissions Exactement. précédentes. Et donc voilà, c'est un bel exemple sur un spin-off de thématique, on va dire. on est un peu dans la même thématique, traité différemment. J'aime même beaucoup les histoires de jeunes filles qui souffrent. C'est ça que vous voulez dire? Maintenant qu'ils bossent dans un collège. Pardon. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon album. Ok, donc Voleuse de Lucie Brion. Et Voleuse est nominée pour le prix de la bande dessinée France Bleu et Actua BD. Qui sera remis en prix de juin. la BD ado. Et on en reparlera au mois de juin, effectivement. Voilà, Sarbacane, 24 €. Allez, passons aux choses pour les grands. Money Shot. Par Sarah Beatty et Tim Seeley au scénario, Rebecca Isaacs qui est remplacée par Caroline Lane sur le 3e tome, et Michael K. Russell à la couleur chez Comics Initiative pour 23 € le tome. De quoi que ça parle? Mais oui, ça, de quoi que ça parle? De quoi que ça parle? Bah, ça Vas-y, nous va au parle- fond de ton sujet. Money Shot. C'est bon, vous l'avez assez fait, celle-là, je pense. Ouais, je sais. Alors, ça va nous parler de la pénurie de budget. Ça touche tout le monde, ça touche les hôpitaux, ça touche l'enseignement, et ça touche la recherche aussi également. La recherche fondamentale. Fondamentale, parce qu'en fait, c'est forcément des recherches qui ne rapportent pas de l'argent tout de Dans le suite. fondement, non. Et Ça. qui, quand elles manquent de budget, elles se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la démerde. Hein. On cherche de l'argent là où on peut en trouver. Et bizarrement, dans le porno, il y a toujours de l'argent à se faire. Et donc, 5 scientifiques en fait, vont se dire qu'ils ont la possibilité, ils ont trouvé le moyen de voyager dans des mondes très très éloignés. Et ils vont faire des porn movies avec des aliens et les vendre sur une plateforme pour justement rentrer dans leur budget et pouvoir se payer de nouveaux voyages et continuer leurs recherches. Ça, c'était le premier tome. Donc ça y est, entre guillemets, C'est beau l'indépendance des facultés. Hein. c'est l'indépendance des facultés. Donc là, ça y est, ça fonctionne, ils ont de la thune qui rentre et Ouais, pas que. Donc dans ce 2e et le 3e tome, parce que c'est la fin de la vente, fin du cycle, les auteurs donc tiennent la promesse du nom de la série, Money Shot. Je vous laisserai chercher ce que ça veut dire dans les deux cas, parce que c'est très cinématographique, mais pas pour le même public. On a donc, ce sont des livres un petit peu, on va dire, coquins, un peu
érotique. Les scènes de nu ont toujours des sexes qui sont la plupart du temps cachés. Ça reste quand même très très soft, hein. Mais finalement, ce qui est surtout excellent dans cette série, c'est les délires, on va dire, dans lesquels ils sont un petit peu envoyés, avec une critique aussi sur un certain président des États-Unis. Je crois que de mémoire, c'est le 45e. Je vous laisse vous débrouiller avec ça, mais beaucoup de choses sont traitées, on va dire, dans Money Shot, aussi par l'humour et par l'autodérision. Je pense que les auteurs se sont quand même beaucoup poilés quand même en écrivant le scénario, bien marré à mon avis à mettre leur personnage dans des situations qui sont quand même assez loufoques. Il ne faut pas oublier que même s'il y a une critique de la société, il y a aussi une bonne petite touche d'exploration et un petit peu de super-héros, parce que finalement nos scientifiques, au fur et à mesure, vont avoir un vrai vécu d'explorateur, on va dire, multidimensionnel, avec une... Ah oui, dans toutes les dimensions. Hein. Dans toutes les dimensions, dans toutes les sexualités possibles, des choses même très étranges. Ils vont forcément être roulés dans la farine, se faire avoir, mais enfin voilà. Tout un tas d'aventures, une très bonne série. Moi, je me suis bien régalé quand même. Au départ, je prenais ça un peu pour une blague, le premier Money Shot. Puis au tome 2, je me suis dit, ouais, ça commence à être pas mal. Et le tome 3, finalement, qui clôture le truc. Une très bonne série. Voilà, c'était un bon crowdfunding, une bonne série à backer. Jérôme. Alors, une bonne série à backer, c'est un bon crowdfunding. Moi, je l'ai trouvé un peu survendu quand même sur Ulule. Si, un peu survendu quand même. Très clairement, pour une série qui est présentée comme une série interdite aux moins de 18 ans, faut pas déconner non plus. C'est très léger, ça, je suis d'accord. C'est ultra léger. Ça devient de plus en plus léger, en fait, au fil des tomes. Voilà, moi, je pense qu'on est sur du interdit aux moins de 14, et c'est déjà bien payé. Disons que les dialogues sont plus crus. sont plus crus que les images. On est d'accord. Et la satire politique et la satire sociale est finalement au cœur de Money Shot davantage que le cul, qui finalement reste un prétexte. Mais ce n'était pas tout à fait présenté comme ça quand même dans Ulule, ce qui était pour le coup très commercial et très vendeur. Oui, mais c'était en même temps, sur le premier tome, c'était assez réel. C'est la suite de l'évolution du scénario qui fait mentir un petit peu la promesse de vente. Ouais, ils n'ont pas trop changé leur discours. Voilà, donc après, j'ai pas grand-chose à rajouter de ce qui a été dit. Le dessin est extrêmement lisible, assez classique. Enfin, non, pas assez classique. Très, très, très classique. La mise en couleur extrêmement classique. Les découpages extrêmement classiques. Mais donc, qui dit classique dit efficace. On a quand même un changement notable au niveau du changement de dessinateur dans le troisième tome. Je pense que vous pouvez un peu en parler quand même. On passe sur un style beaucoup plus cartoony dans le trait, qui est un peu plus léger. C'est-à-dire que même s'il y a un côté léger dans le propos des premiers tomes, on reste sur un style graphique très comics d'action. Là, on arrive dans le tome 3 à quelque chose de beaucoup plus dessin animé. Au niveau du trait, dessin animé à l'américaine. On peut dire que c'est plus moche quand même. C'est différent. Non, c'est plus moche. Ouais, non, moi je trouve ça très différent. Non, c'est plus style graphique. C'est plus moche. Ouais, bon, c'est pas le même style graphique, moi j'aurais tendance à dire plus. Qui rajoute peut-être aussi un peu plus dans la comédie, qui accentue le côté comique, en tout cas graphiquement. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ça rajoute de la simplicité pour en faire quelque chose de presque plus enfantin et rigolo, parce que du coup ça crée un décalage entre le dessin enfantin et le propos, ou le dessin lui-même. Donc ça augmente le fossé, on va dire, entre les deux. Maintenant, je rejoins Jérôme sur le fait que le dessin, du coup, est, à mon sens, moins appréciable dans ce troisième tome que dans les deux premiers. Rendez-nous le dessinateur. Voilà, c'est un petit peu dommage que sur 3 tomes, on n'ait pas réussi à garder le même dessin. C'est pas une série en 20 tomes, hein. Donc voilà, c'est un petit peu dommageable de ce point de vue-là. L'apparition a commencé, je crois, en 2018 ou 2019 aux États-Unis. Le petit carnet de 8 pages que tu as dans le tome 3, en fait, il était paru dans un des Playboy.
qui était un truc qui a été fait en plus, on va dire. On va Donc dire voilà. que là, effectivement, on est sur des dessins un peu plus osés. Et c'est pour ça que j'ai coupé la caméra. Parce que Ah vous oui voulez pas se faire bannir de Twitch. Ah mince, pardon, excuse-moi, j'avais pas... Moi, je tournais les pages, je feuillais. j'avais pas Mais percuté. je savais que tu arrivais vers les dessins à la fin qui sont des Autant dessins, pour moi. des dessins faits par d'autres artistes à qui on a commandé des dessins qui, pour le coup, se permettent d'être plus explicites que l'ouvrage original. Tu peux remettre la caméra, tu peux. Oui, donc voilà, c'est une bonne série et je trouve qu'elle grandit au niveau du scénario au fil de ces 3 tomes, là où malheureusement le dessin, lui, suit un peu le chemin inverse. Ok, Money Shot, donc une série qu'on trouve chez Comics Initiative pour 23 € le tome. Un œil sur Ah, tu t'es pas trompé de générique, dis donc. Yeah, baby. Lock and Key, la série Netflix. Jérôme. Lock and Key, la série Netflix. Alors, Lock and Key, c'est avant tout, rappelons-le et hurlons, crions-le haut et fort, un comics qui a remporté un Eisner Award. Quand même, s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe quoi. Il y en a plein qui ont des Eisner Awards, il y en a au moins une dizaine quand ont tous les ans. Mais parce qu'il n'a pas été fait par n'importe qui. Oui, c'est vrai. Oui, Joe Hill, quand même. Hein, et Gabriel Rodriguez. Magnifique. Non, deux grands. Mais là, Pierre sera plus à même d'en parler que moi. Oui, mais c'est pas le sujet, donc on va revenir sur... toi, tu as lu la BD? J'ai lu la BD, j'ai beaucoup aimé la BD. T'as beaucoup aimé la BD, donc la série. Moi, j'ai pas regardé, j'ai pas eu de super bonnes critiques sur l'adaptation, La série, mais j'aimerais bien avoir ton la opinion. série, on est sur 3 saisons. Et on n'aura pas 4, je crois. Hein. Et 28 épisodes en tout. Les 2 premières saisons font 10 épisodes chacune. La 3e saison n'en fait que 8. Alors, très rapidement, le pitch, si vous connaissez le comics, vous connaissez le pitch de la série. Donc, après le meurtre de leur père, donc de Rendell, la famille Locke, c'est-à-dire Nina, la mère, maintenant veuve, Tyler, le fils aîné, Kinsey, la fille cadette, et Bodhi, dans la version VO, le petit dernier, c'est un garçon, retourne à Chaos, la maison ancestrale de la famille Locke. Ils y retrouvent Duncan, qui est le frère de Rendell, son petit frère, son frère cadet. Ils découvrent de mystérieuses clés magiques faites à partir de métal chantant. Dans la saison 1, un démon apparaît, on peut en dire 2 mots, et ne reculera devant rien pour leur voler ses clés. En fait, ce manoir a été construit pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc rappelons que c'est à la fin du XVIIIe siècle, aux alentours de 1773-1775. Et un portail interdimensionnel s'est ouvert vers une dimension démoniaque, une dimension parallèle. Et lorsqu'un démon franchit cette barrière, en fait, il meurt instantanément. Il se transforme instantanément et devient une sorte de scorie de métal. Et cette scorie de métal peut être forgée pour en faire des clés, et elle communique avec le forgeur pour avoir la capacité magique souhaitée par le forgeur, par le forgeron. Donc, Forger. Donc la famille Locke, ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'elle ignore toute cette histoire et que finalement elle la découvre au fur et à mesure. Et la partie découverte des clés et la partie tiens, qu'est-ce que c'est que cette clé et à quoi ça sert, et on essaie de trouver à quoi ça sert, est plutôt rigolote. D'autant plus que les enfants entendent les clés, entendent l'appel de ce métal chantant, mais pas les adultes. Donc il y a aussi ce petit lien, cette petite relation de cachotterie entre les enfants et les adultes. Donc ça c'est plutôt bien fait. Après, l'histoire avec le démon qui s'appelle Dodge, d'un nom humain prononçable par une gorge humaine, est intéressant aussi, d'autant que c'est plutôt un gars, ou une fille d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de sexe, pas très sympa, qui n'hésite pas à tuer des enfants, qui n'hésite pas à flinguer son prochain. Donc là-dessus, c'est plutôt bien fait, et l'intrigue suit pour la saison 1 exactement ce dont je me rappelais des comics. Je dis bien ce dont je me rappelais des comics. La saison 2 est
tout aussi intéressante puisqu'on va être sur un arc narratif qui va être en 2 saisons en fait. Donc si vous avez vu la saison 1, vous ne pourrez pas ne pas voir la saison 2. Par contre, la saison 2 se termine avec une fin d'arc narratif, même s'il y a un lancement d'un nouvel arc qui sera donc la saison 3. Et là, pour le coup, la saison 3 est quand même nettement moins bonne. Le gros avantage de la saison 3, énorme avantage, c'est qu'elle se finit pour de vrai. Et il ne pourra pas y avoir de saison 4, puisqu'il y a une vraie fin à cette série, ce qui est loin d'être le cas de toutes les séries Netflix. Lock and Key, pour moi, ça a été quand même une très bonne découverte. Au moins les 2 premières saisons, mais franchement, même la 3e, voilà, à part l'épisode 3 qui vraiment est minable, misérable, et j'ai failli m'arrêter à l'épisode 3 de la saison 3, mais vous pouvez terminer les 8 épisodes de la saison 3. Ça reste une très bonne série. Ok, Lock and Key sur Netflix en série télé. Et si vous aimez ça, c'est chez iComics en BD. Et entre autres, on va reparler de Lock and Key bientôt. On a le droit de donner son avis ou pas? Non. Tu peux vite fait de non, on a dit non. Non. Si tu es capable de le faire en moins de 1 minute. Ouais. Moi, je mettrais simplement de côté la différence entre les personnages et le traitement des personnages. Le personnage de Bodhi est juste insupportable. De l'ensemble de la trame narrative qui, elle, est beaucoup plus intéressante. Je trouve que le traitement de ce personnage-là est gnangnan enfantin et il en devient détestable. Il est con comme une bûche et toutes les bêtises possibles du monde, il va les faire. Dans la saison 3, je suis absolument pas d'accord pour les 2 premières saisons. C'est lui qui débloque toutes les situations dans les 2 premières saisons. Oui, mais parce qu'il a foutu la merde lui au départ, en faisant toutes les bêtises du monde. Dans la saison 3, c'est un paroxysme total, il est encore plus con que con, mais voilà, déjà dans les 2 premières saisons, tout ce qui va résoudre ou tout ce qui va créer les problèmes, c'est Bodhi, mais vraiment sur des débilités, quoi. Et moi, c'est typiquement le genre de truc où ça me fait sortir de la série. Donc en fait, j'ai vu la série, pas parce que je la regarde, parce que je suis sur le canapé en train de faire autre chose, mais que ma femme et mon beau-fils la regardent. Mais ça, c'est vraiment l'élément central qui m'a vraiment fait péter un câble à un moment donné. Ok, donc Lock and Key chez Netflix. C'était encore une belle émission. C'était encore un bon générique. Ouais, non mais c'était le bon là, il n'y a pas de souci. Oui, sauf que tu as parlé. Ouais, mais moi je suis comme ça, rien ne m'arrête. Vous le savez, je suis prêt à aller jusqu'à parler sur le générique. Oui. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Je pourrais. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour ceux qui sont sur le live. On se retrouve dans 1 semaine pour ceux qui sont pas sur le live et qui nous écoutent en audio ou en podcast sur lavoixdesbulles.fr. N'hésitez pas à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens peuvent vous faire des coucous à vous aussi? Je demande jamais. Non, moi je hais les réseaux sociaux, donc je suis un spectateur de réseaux sociaux. Ouais. Mathieu, t'as pas un compte Instagram sympa, toi? La galerie de Mathieu. La galerie de Mathieu, voilà. En un seul mot. Tu montres un peu tes dessins et c'est cool. Et Jérôme, toi, tu parles aux gens sur les réseaux sociaux? Moi, je suis sur Facebook parce que c'est ma génération, donc je ne suis pas sur Insta. Voilà. C'est dur, franchement. Tu danses pas sur TikTok? Non, je danse pas sur TikTok, non. Bien, en tout cas, c'était une excellente chose que de faire cette émission avec vous. Juste cette phrase qui ne savait pas où elle allait. C'était qu'est-ce que je vais dire? Je suis en train de chercher où va cette phrase. Dans la phrase pour que je mette des mots. J'ai réussi quand même. Vous voyez ce talent. On voit des années d'expérience de podcast à avoir l'impression de dire des choses intéressantes, mais pas vraiment. Le terme court, c'est meublé. 7 lettres, facile. Ouais, on est balèze. 7 lettres, attends. On se retrouve donc très bientôt et merci encore. Meugler. Ciao Comme à Thierry. tous. Bisous à tous. Ciao.